Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision La Paris. Le ministre de l'Énergie, Mahaman Moustapha Barké, était ce matin à Gorubanda sur le site de la centrale solaire. Une centrale qui constituera une étape dans le cadre de la quête d'une autonomisation en énergie électrique de notre pays en général, mais également de Niamey et la capitale. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Soumana. Constater de visu le travail abattu par les techniciens œuvrant sur la centrale solaire de Gorubanda, tel est l'objectif assigné à cette visite du ministre en charge de l'énergie sur ce site. En marge de cette visite, le ministre a confié à la presse l'impact de cette centrale sur la fourniture en énergie électrique. Le nombre de personnes qui vont être impactées, c'est pratiquement 500 000 personnes qui vont être impactées par cela. L'impact s'est ressenti depuis qu'on a commencé à injecter les points de transformation, les PTR comme ils disent. Donc ça a commencé en octobre, vers le 15 octobre, on a commencé par les PTR1, ensuite au fur et à mesure qu'on achevait le travail, on injectait. Ce qui a permis de constater le changement qualitatif qu'il y a eu ces derniers mois. Donc en réalité, il ne faut pas s'attendre à un changement à partir d'aujourd'hui. Le changement a déjà eu lieu ces dernières semaines. Et tout le monde a constaté quand même un changement en termes de qualité, de disponibilité de la vie. Donc ça, c'est la première étape de la solution d'urgence qu'on avait envisagée. Le ministre Mahaman Moustapha Barké n'a pas non plus manqué de souligner les perspectives dans la fourniture de l'énergie électrique. Il y a d'autres étapes, notamment maintenant la mise en route au site du 5e groupe de Gorubanda qu'on va attaquer à partir de lundi prochain. Ainsi de suite. Inch'Allah, au fur et à mesure, toutes ces étapes-là, quand on va les franchir, les uns et les autres vont constater que vraiment, soit on est venu pratiquement au niveau de l'avant-suspension, ou peut-être même qu'on irait au-delà. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut souligner en termes d'impact. Les perspectives dépendent du programme que nous avons élaboré et dont je suis revenu déjà la dernière fois. Mais comme je vous l'ai dit, on va privilégier le concret. Chaque fois qu'on va franchir une étape, on va vous inviter et vous allez constater. L'objectif, c'est de revenir à la normale. Eh bien, on va le faire pas à pas et progressivement, peut-être plus vite même qu'on l'imagine. Mais on va revenir à la situation normale. Il n'y a pas de doute là-dessus, Inch'Allah, puisque nous avons les compétences qui peuvent le faire, nous avons la volonté et nous avons le soutien des plus hautes autorités. Donc il n'y a pas de doute, Inch'Allah. Avec les 30 MW que va fournir cette centrale électrique, l'on peut sans risque de se tromper affirmer que les coupures intempestives font désormais partie de l'histoire, notamment à Niamey, où tout au moins elles seront amoindries. Le respect de la réglementation routière est un acte patriotique. C'est le thème de la 12e édition de la journée africaine de la sécurité routière. À cette occasion, le ministre des Transports et de l'Équipement a lancé ce matin à l'écogare de Niamey une campagne de sensibilisation sur les accidents de la route. C'était en présence de notre reporter Boubacar Ibrahim. Des exercices de simulation, des sketchs de sensibilisation sur l'importance du port de casque et les conséquences de la communication et la consommation des stupéfiants en conduisant. Voilà entre autres prestations au travers desquelles le Niger, par le biais du ministère des Transports et de l'Équipement et l'Agence nigérienne de la sécurité routière à Niger, célèbre la 12e journée africaine de la sécurité routière. Après les mots du représentant du député maire de Niamey, le gouverneur s'est réjoui du choix porté sur Niamey pour les festivités. Asman Abdou Harouna n'a pas aussi manqué de préciser quelques chiffres. Le dernier rapport de l'OMS reconnaît que les accidents de la route ont fait 1 350 000 tués, 50 millions de blessés. À ce bilan macabre, vient s'ajouter une perte économique estimée à 518 milliards de dollars US. Au niveau mondial, le taux moyen de décès dû aux accidents de la route est de 18,2 décès pour 100 000 habitants. L'Afrique est en tête
en termes de victimes des accidents de la route, avec un taux de 26,6 décès pour 100 000 habitants. Notre pays, le Niger, occupe le 7e rang avec 26,2 décès pour 100 000 habitants. Le respect de la réglementation routière est un acte patriotique. Tel est le thème de l'édition 2023 de la Journée africaine de la sécurité routière. Ainsi, après le passage des bénévoles du Sahel Bikers Club, une structure engagée dans le processus de la sécurité routière, le ministre des Transports et de l'Équipement a, en présence des membres du gouvernement, procédé au lancement officiel des activités de cette 12e journée. Vous avez lancé la caravane, je vous remercie. Ainsi, dans le message qu'il a livré la veille de cette journée de célébration, le ministre a indiqué que le bilan d'insécurité routière en 2022 au Niger est de 8561 accidents corporels. Ces accidents, avait-il ajouté, ont occasionné pas moins de 1220 morts, 4321 blessés graves et 7558 blessés légers, auxquels il a aussi ajouté le nombre de personnes handicapées à vie et des dégâts matériels considérables. La suite de cette édition d'information avec cette activité qu'organise les Alternatives Espace Citoyen qui organise depuis hier soir la 9e édition du Forum National des Jeunes de l'édition 2023. Une rencontre qui se tient autour du thème crise sécuritaire et interruption des processus démocratiques au Sahel, enjeux et défis. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Construire un mouvement social des jeunes au Niger. Le résumé de cette cérémonie de Alternative Espace Citoyen avec Adam Ousmana. Crise sécuritaire et interruption du processus démocratique au Sahel, enjeux et défis pour la jeunesse étaient au centre de ce rendez-vous de partage d'expériences qui a enregistré 3 panélistes. Les jeunes filles comme les jeunes garçons sont aujourd'hui malheureusement à la merci de tout ce qui se passe dans l'espace sahélien, recrutés par des groupes armés. J'ai eu l'occasion dans le cadre d'activités qu'Alternative organise de rencontrer des jeunes gens qui étaient engagés dans Boko Haram, des jeunes filles et des jeunes garçons, dans une mission à Difa, et qui essaient de comprendre au juste qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'elles ont pu se retrouver dans un groupe. Je parle avec les idées d'un groupe très violent, qui se sont attaqués à leur propre famille, qui ont totalement déstabilisé le Niger. Le ciel est assez vaste, on n'a pas besoin de se bousculer pour le regarder. Aujourd'hui, chacun assis à sa place peut lever sa tête et regarder le ciel sans se bousculer. Et c'est de cette même manière que les opportunités sont multiples et multiformes, mais aussi complexes quand on ne sait pas où les trouver, mais surtout quand on ne s'imprègne pas et quand on ne s'implique pas. Par rapport à la jeunesse scolarisée et à la jeunesse en zone urbaine, je pense qu'il y a un manque d'information qui est là, mais aussi un désintéressement de ces derniers. Quand on sait qu'on représente plus de 70%, on remarque bien évidemment que nous sommes les faiseurs de loi. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous fassions déjà un bilan de toute la marche qui a été effectuée et que nous puissions maintenant passer vers quelque chose de beaucoup plus concret et aller beaucoup plus loin. Donc je pense que le débat va se poser au fur et à mesure et je reviendrai sur d'autres points. En marge des échanges, quelques participants nous livrent leurs impressions. Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous devons être capables d'être utiles pour notre communauté parce que nous dit à la JCI que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. C'est acquérir plus de savoir et de connaissances et pour pouvoir transmettre ça une fois là-bas à dessous. Quant au chauffeur du projet, il n'a pas manqué de souligner l'importance de cette rencontre. Quels sont aujourd'hui véritablement au Niger les grands défis auxquels, en tout cas, un défi c'est un défi, il n'y a pas grand petit, mais les défis auxquels la jeunesse nigérienne fait face cet après-midi. Sinon, avant, on faisait généralement les cérémonies d'ouverture et nous avons voulu innover cette année en donnant la parole à la jeunesse pour qu'ils puissent nous dire quels sont véritablement les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ces échanges qui dureront 3 jours permettront sans nul doute aux jeunes venus des différents horizons du pays de mieux cerner la problématique objet de ce forum national à eux dédié. Le MPCR a organisé hier soir une conférence débat à son siège au centre des échanges
Un retour sur les faits marquants du régime de l'ancien président de la République, Tandja Amadou, décédé il y a 3 ans de cela. Le résumé de cette conférence débat est signé Sekinatou Sadou Gazibo. Une rétrospective organisée par le Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, MPCR, à travers cette conférence débat animée à l'occasion de l'anniversaire du décès de Tandja Mahamadou, ancien président de la République. Une rencontre d'échange qui a débuté avec les réalisations et les défis auxquels Tandja Mahamadou a été confronté tout au long de son mandat. Nous étions là en 2008 quand les idées ont commencé à effleurer l'esprit des gens, lorsque il était question, après la pose de la première pierre du barrage de Kandaji. Après cette pose de première pierre du barrage de Kandaji, il était question de faire la pose de la première pierre de la construction de la Soraz. C'était le 27 octobre 2008. Et à cette occasion, un certain nombre de compatriotes avaient dit que eux, ils pensent qu'au regard de ce qui est en train de se passer, pourquoi ne pas trouver un mécanisme qui permettrait au président Tandja de briller un 3e mandat, lui permettant de continuer l'exécution de ses projets salvateurs qu'il a déjà commencé. Ça veut dire qu'ils étaient conscients que la Constitution a dit qu'il n'y a pas de 3e mandat, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Constitution de l'époque du 9 août 1999. Après, à l'occasion de cette activité-là, le président a eu vent de la volonté de certains citoyens de vouloir s'habiller avec un t-shirt où serait écrit Baba Tazarchi. Il a appris l'information, il a donné des instructions à son ministre de l'Intérieur à l'époque. C'était le ministre d'État Albadé qui était ministre de l'Intérieur, pour lui dire d'arrêter ça et d'empêcher aux gens d'utiliser ces t-shirts-là. Ça veut dire que lui, il n'était pas demandeur et il n'était pas celui qui avait demandé de faire ça. En revisitant le passé, le MPCR a cherché à encourager une réflexion critique sur les événements qui ont façonné le pays, sous la direction de Tandja Mahamadou. Et au niveau du développement communautaire, c'était surtout le programme spécial qui n'est rien d'autre qu'un programme de développement à la base. Qui dit développement à la base dit la création d'un paquet minimum d'intervention au niveau de chaque village, que ce soit dans le domaine social ou que ce soit dans le domaine de la production. Et la vision, c'était d'améliorer un tant soit peu les conditions de vie du monde rural qui représente plus de 80% de la population nigérienne. Donc c'était sa philosophie et c'était son bébé. À l'époque où on était avec Tandja, chaque direction avait 3 ou 4 services à l'intérieur, soit un total de 20 services au sein d'un ministère. Mais aujourd'hui, si vous avez 35 directions, multipliées par 4 divisions ou services, ça va faire à peu près 140 services au sein du ministère. Tu comprends, à faire le même travail que faire à peu près 20 services à l'époque. Où est-ce qu'on va avec ça? Cette inflation institutionnelle, je pense qu'il nous faut arriver à un modèle des institutions de l'État bien calibré, bien reformaté, bien reformé, n'est-ce pas? Qui pourrait être certaines, dont on serait certain que celles-là, telles qu'elles ont été conçues, telles qu'elles ont été mises en place, ce soit elles qui rendent le service maximum aux citoyens qui en ont besoin. S'il n'avait pas été saboté, en Afrique occidentale, il n'y aurait pas d'eux comme le Niger. Sur le plan du développement économique, et je vous assure que la BCEAO allait nous revenir. Le deuxième pont de Niamey, il y a des ministres qui sont ici. Le projet, quand il a démarré, donc c'était un marché
le marché était chiffré à un peu moins de 50 milliards. Le président Tandja a dit c'est trop. On a diminué. Et une fois il est parti en Chine, donc dans les négociations du pétrole, il a donc soumis sa question aux Chinois qui sont venus, ils ont fait les études et ils lui ont promis de faire le pont à 20 milliards, le deuxième pont. 20 milliards. Et on dit qu'il dit de ne plus lui parler d'un pont de 40 ou de 50 milliards. C'est fini, ce problème est réglé. L'événement s'est conclu par un appel à l'action invitant les participants à s'engager activement pour la construction d'une société fondée sur les principes de responsabilité et de citoyenneté éclairée. Point final de cette édition d'information, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.